Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour gourmet, bonjour gourmette, bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de nourriture et de cinéma. Je suis Camille, votre fidèle serviteur, et aujourd'hui on arrive pour un nouvel épisode, le 8e. Avant de faire toutes les présentations, je vais commencer par la fin que j'oublie à chaque fois. On va remercier Tech5, l'association qui nous donne des micros, qui nous fait le son, qui nous fait tout ce merveilleux setup que je ne peux pas me payer parce que je n'ai plus d'argent et je n'ai plus d'emploi. Ouais, let's go, le chômage, let's go. Même pas, j'ai démissionné. Putain, j'avoue. Les sans-abri, Ouais. Let's go. Ceci étant dit, bonjour à toutes et tous. Antoine, le scénariste. Le salé. Le salé, exactement. C'est moi. À côté de moi, j'ai Sarah. Bonsoir. Sarah, du coup, pour l'instant, malheureusement, qui est la seule présence féminine de ce podcast. On y travaille pour faire ramener d'autres. J'ai pas le mot, putain, deux bières et je suis Des pas... femmes. Des femmes, Vraiment, Camille, oui. des femmes. On y travaille pour ramener d'autres personnes. Le sexe féminin. D'autres personnes Parce que porteuses avant d'un d'être une utérus. femme, vous êtes des personnes, d'accord? Vous êtes des Exactement. individus. Non, mais Vous plus êtes sérieusement, belle et naturelle. plus sérieusement, j'aime pas quand ça sent le vestiaire des garçons, donc j'aimerais bien qu'il y ait un Oui, peu bah plus je de mixité. participe au vestiaire des garçons. Oui, donc, oui, tu Ouais, en fait vraiment, tu- dans le verset des garçons, ça reste celle qui on fait a les chopé cobites, hein. vraiment la plus beauf de toutes les meufs, je pense. Mais bon, pardon, Sarah, présente-toi. Sarah la beauf, comment ouais, t'appelles? donc Sarah, scénariste également, surtout pour les séries animées pour les enfants, et aussi prof d'anglais pour avoir un petit, comment dire, Un pécule. un pécule en plus Le à la payer fin le du loyer. mois, quoi. Ouais. Exactement. Ces présentations faites, je vais laisser Antoine présenter le film de cette émission qui est Tallboy, qui est un film qui compte beaucoup à ses yeux. En effet, on est ici pour parler d'Old Boy de Park Chan-wook, sorti en 2003 dans les salles. De quoi ça parle? Bien, ça parle de Oh Dae-soo qui, après avoir été enlevé sans raison, passe 15 ans en captivité dans une chambre avec comme seul compagnon une télévision et l'idée de se venger. Une fois dehors, il se met alors en tête de retrouver son geôlier, mais sans le savoir, il vient de déclencher une chasse à l'homme dont il n'est pas le chasseur, mais la proie. Old Boy, à la base, c'est un manga de Nobuaki Minegishi, sorti en 1997. Après le rachat des droits, il fut réalisé donc par Park Chan-wook, et il eut un si grand succès qui raviva l'économie culturelle coréenne à l'international. Il a été à Cannes, je crois, non? Il a été à Cannes sous des critiques vraiment immenses. Ouais, c'est Il a eu Tarantino. la palme ou pas? Je suis pas sûr qu'il ait eu la palme, mais je crois que Tarantino à l'époque il disait c'est un dingue de film ou je sais pas quoi. Exactement, et en plus il fait figure de proue dans la nouvelle vague coréenne. Cette nouvelle vague, elle a lieu après la fin de la dictature. Elle comprend des réalisateurs qui sortant de la CAFA, Korean Academy of Film Arts, et qui permet à de jeunes réalisateurs de revisiter leur pays, ses mœurs, ses mutations via des histoires à la fois sombres, théâtrales et référencées. Typiquement, Old Boy s'inspire du conte de Monte Cristo, dans lequel Edmond Dantès part se venger de ses geôliers après s'être échappé. Mais cette fois, à la place de l'abbé Busoni, il n'y a qu'une télévision pour lui tenir compagnie. Ce film, il a une grande place dans mon cœur, parce qu'il est ce que j'appellerais un film bâtard. Et en mon sens, c'est un vrai... c'est un mot qui a énormément de qualité. Plusieurs genres s'y mélangent, l'action, le thriller, le film social, plusieurs arts s'y confrontent, l'histoire est à la limite du littéraire, et le jeu des acteurs renvoie plus aux pièces de théâtre qu'au long métrage. Alors, dans cette méthode d'écriture et de confection d'une œuvre, ce qui est tragique, c'est qu'elle est souvent liée à une situation politique et sociale très compliquée. Les Coréens, ils ont vécu la guerre, la dictature, et finalement une paix qui pourrait être brisée à chaque seconde par la Corée du Nord. Et malgré tout, les Coréens, ils rient. Ils vivent l'amour, la joie, les fêtes de famille. C'est cette existence dont la normalité est tout le temps en danger qui permet au cinéma coréen de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux émotionnels dans le même univers. Et c'est quelque chose que j'espérais voir venir en France, sauf que c'est tellement lié à une situation tragique que ça serait vraiment vouloir se tirer une balle dans le pied presque. Même si, vu les dernières violences d'État qui s'accumulent, il se peut qu'on voit un jour un Old Boy à la française. C'est-à-dire un truc autant... Aussi violent, aussi... Aussi violent, très pessimiste aussi. aussi Ouais. violent, aussi misanthrope, mais surtout, moi je veux vraiment qu'on se concentre sur ce terme de bâtard, parce que Entre les genres. entre les genres et en même temps dans plusieurs genres, dans plusieurs arts.
Ça, c'est quelque chose, dans Old Boy, je veux dire, il y a des moments de comédie, au dépend des personnages. Je pense notamment, et on n'est pas dans la partie spoiler, mais à un moment, il y a un ascenseur qui s'ouvre, et c'est plutôt marrant. Et pourtant, c'est dans une situation hyper tragique et hyper violente. Donc, le fait qu'ils arrivent à jouer sur tous ces tableaux, c'est très coréen, au final. Oui, mélanger les genres, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup associé à la nouvelle vague coréenne. Ça, c'est un truc, je trouve, avec lequel on a beaucoup de mal en France, c'est qu'on segmente beaucoup les genres. C'est qu'il y a soit comédie, soit drame, et des films de genre qui sont un genre à part au final. Et ce film, il a une importance vraiment personnelle parce que il m'a prouvé qu'on pouvait faire du drame, mais aussi de l'action, mais aussi donc encore une fois ce mélange de genres, mais aussi que le cinéma avait une importance qui dépassait le cinéma. Quand j'ai dit que ce film a sauvé l'économie culturelle coréenne, c'est pas à demi-mot. C'est que vraiment, la Corée du Sud, après le succès d'Old Boy à l'international, a mis un paquet d'argent dans son économie culturelle, parce que c'est la seule chose qui la faisait remonter en réalité. Et quand on voit comment sont vus les films de genre, ou les films un petit peu comme ça en France, comme si en fait ils n'avaient pas trop d'importance sortant de la salle, moi ça m'a donné envie en fait de faire du film de genre en me disant non, ces personnes-là ont tort. Faire un film de genre, multigenre, un film bâtard, c'est un risque, mais c'est un risque qui vaut bien plus la peine qu'en restant sur ses acquis et en faisant, comme tu disais Sarah, un film normé. Ouais, déjà vu, qui est très codifié, qui est très safe, quoi. Et ça m'a aussi redonner confiance en la culture française. Dans Old Boy, il y a le comte de Monte Cristo, comme je l'ai dit plus tôt, mais on peut aussi trouver du Cyrano. Je rappelle quand même dans Cyrano, à un moment, il se bat contre 100 personnes tout seul. Il y a cette légende. La scène du couloir. Et c'est la scène du couloir, en fait. Ça a aussi inspiré Berserk de Kento Mura, le manga, qui dans lequel Guts se bat contre 100 hommes, encore une fois, dans la forêt. Et en fait, moi, ça arrivait à un moment où le cinéma français n'était pas si important dans ma culture. Et c'est là que j'ai compris à quel point nos histoires ont une importance, ont influencé le monde et méritent, en fait, d'être produits avec de vrais risques. Je vous invite à voir J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon, où là aussi on a des scènes d'action, mais il y a un vrai sens derrière ces scènes d'action, il y a une vraie profondeur dans le film qui justifie les scènes d'action. L'action ne se justifie pas par l'action, mais par ce qui pousse l'action en réalité, dans les films coréens. Et donc, quand j'ai vu Old Boy, je me suis dit, en fait, je peux mettre des scènes de bagarre dans mes films, sans que ça soit vide. Si ce n'est vide, sans les justifier uniquement par le style à la Tarantino. Ouais. Parce que je trouve que si on compare deux scènes qui sont inspirées de jeux vidéo, c'est-à-dire la scène de Kill Bill contre les Yakuza, et la scène du couloir dans Old Boy, on a deux scènes d'action inspirées des jeux vidéo, mais l'une a une force de profondeur qui dépasse l'autre, à mon avis. Il y a un sens esthétique hyper prononcé dans celle de Kill Bill, mais il est aussi prononcé dans Old Boy, en plus du fond, quoi. Donc voilà, pour moi, il y a une importance culturelle, internationale et personnelle à ce film. Sans transition, on va pouvoir passer aux avis globaux, et comme à Cinéphage on apprend de nos erreurs et qu'on a fini avec les temporalités, les épisodes qui se permutent, qui doivent sortir en avril mais qui sortent en février, etc. On va enfin faire la nouvelle recette qui est des avis plus concis, des avis en métaphore culinaire, parce qu'on adore la bouffe. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim après ce que vous êtes goinfré? Pour moi, Old Boy de Park Chan-wook, parce que je n'ai pas vu le remake et je sais pas si quelqu'un autour de la table l'a vu. Quel remake? Ouais, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Alors c'est bien parce que c'est fidèle à son propos. Cinéphage ne fait pas son taf, ne va pas Old Boy. Non, mais il n'y a pas de remake. Ouais, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. En vrai, on peut juste faire une petite parenthèse là-dessus. Oui, je t'en prie. Enfin, fais une parenthèse sur Old Boy, le remake qui n'existe pas. Non, mais alors c'est de la merde. Mais en fait, je pense que ça, c'est la faute à Tarantino. Oula. Parce que Tarantino, c'est le seul réalisateur américain qui a su prendre ses références asiatiques, les remixer à sa sauce et créer quelque chose de nouveau avec. Ouais. Je prends l'exemple de Reservoir Dogs, qui est carrément un copier-coller de City on Fire, un film hongkongais de 1987 réalisé par Ringo Lam, qui reprend le même plot, qui reprend des fois les mêmes plans. Les mêmes champ contre champ et les mêmes situations, mais qui créent quand même quelque chose de nouveau. Et du coup, les Américains se disent « Ah on peut faire ça avec tout. En plus, on met quelqu'un de plutôt quali à la réelle, c'est-à-dire Spike Lee. Il va forcément nous faire quelque chose de bien. » Bah non.
Je voulais juste ouvrir cette parenthèse. Non, mais c'est une Voilà. bonne parenthèse, c'est-à-dire que un remake, un bon remake, c'est quelque chose qui comprend l'essence. C'est comme Oui. l'adaptation pour un bouquin. Ouais. C'est quelque chose qui comprend l'essence du projet original et qui le redonne dans un autre contexte ou dans une autre situation, ce qui n'a pas été le cas de Oldboy. Je ne l'ai pas vu, pas pris. Pour revenir aux avis globaux, en parlant de Oldboy de 2003 de Park Chan-wook, moi je dirais en métaphore culinaire que c'est un café noir et très serré, voire même le premier café de ma vie que j'ai pris, puisque c'est un café que quand tu le bois, tu te prends une amertume. Déjà, t'as l'excitation de ah, c'est trop bien, un café et tout, c'est le truc réservé aux adultes, c'est pas pour les enfants. Tu bois ta première gorgée et bam, tu te prends une amertume mais énorme dans la bouche, ça envahit tout, c'est amer, ça te fait tirer la langue. Et derrière cette amertume, tu découvres plein de saveurs. Là, c'est vraiment amer, très très profond. Et cette amertume te tient après le visionnage et après avoir fini ton café, parce que c'est quelque chose qui te reste, c'est quelque chose qui te fait réfléchir, et c'est quelque chose qui te stimule aussi. Toi, ça t'a stimulé intellectuellement, Antoine. Moi aussi, ça m'a stimulé. C'est quelque chose qui m'a fait réfléchir, ce film, et tout comme mon premier café, ça m'a maintenu éveillé. Alors, je dirais que ma métaphore culinaire que je n'ai pas du tout trouvée 5 minutes avant de commencer à enregistrer. Pas du tout, pas quand t'étais au shot, Camille, pas du tout. Zéro. Et bah, c'est un peu un festin chinois. Et là, je fais un petit alpagage à l'épisode de Cinéphage qui s'appelle Festin chinois. Gros clin d'œil à la caméra. Exactement, qui est absente. Du Oui. coup, je fais un regard The Office dans le vide. Mais voilà, du coup, c'est un peu un festin chinois pour moi. Ceux qui n'ont pas vu l'épisode, allez checker. Parce que il y a plein de choses, plein de saveurs, plein de mélanges de choses à la fois connues et auxquelles on est habitué, comme du riz par exemple. Mais il faut qu'il soit très bien cuit, etc. pour avoir un bon goût. Mais aussi des aliments très exotiques pour nous, Européens, comme, je sais pas, certains animaux comme du poulpe, etc. Même si on en mange un peu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus proche de nous, en France par exemple. Voilà, c'est ce genre de plat qui est très gastronomique, très riche, mais où il y a tout plein de choses bizarres qui s'y passent et on se rend pas trop compte, et en même temps on a une forme de dégoût mais une forme de fascination, et il y a tellement de choses même que on se dit waouh, va vraiment falloir que je reprenne tout ça depuis le début et partie par partie pour comprendre ce qui se passe, parce que je sens que j'ai plein de choses à redécouvrir et il faut que je le fasse plusieurs fois pour bien tout cerner, tellement il y a des idées à l'appel, quoi. Et à tel point que ça peut être même ça peut submerger même à un moment, parce que je me dis attends, mais en tant que cinéphile, je me dis il y a trop de choses, faut que je dissèque plan par plan pour être sûr de tout choper, quoi. Et voilà, c'était à l'image du film un mélange entre du dégoût et de la fascination. Donc, plein de saveurs. Voilà. Bah écoute, moi je vais aller dans ton sens, Sarah. Pour moi, Oldboy c'est un poulet thaï avec riz cantonné. C'est plein de viande, plein de légumes, de riz, d'épices, d'herbes, d'amertume, de piquant, de sucré. Oldboy, c'est de l'énigme, de l'action, des réflexions philosophiques sur le péché, une musique à la fois tendre et mélancolique, de la violence visuelle à foison. Bref, c'est un excès de sensations, mais qui, dans l'excès, trouve un équilibre qui lui est propre. Et même, lorsqu'on regarde entre les excès, on trouve des traits de nuance que d'autres films n'auraient pas eu en se reposant sur une proposition confortable. Moi, quand je mange un riz, un poulet thaï avec riz cantonné, donc déjà plusieurs cultures qui se mélangent. Qui se confrontent, plusieurs viandes. C'est ça. Je peux percevoir dans chaque bouchée quelque chose de nouveau et en même temps une cohérence Ouais. dans le tout. Ouais. C'est beau la cuisine. C'est beau. Et c'est beau. Et le Oldboy. cinéma aussi, ouais. Putain, waouh, cinéphage. Sur ces bons avis culinaires, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche et que ça vous donnera potentiellement envie de découvrir ce film. C'est un film qui est très largement distribué. Je crois qu'il tourne souvent sur les plateformes, que ce soit Netflix ou autre. Ouais, si vous avez un VPN, ça marche. Voilà, exactement. Internet est grand, et au-delà de ça, dans toutes les bonnes Fnac du coin, il y a une version physique de Oldboy à 10€, le prix vers Fnac, vous connaissez. Voilà, donc c'est tout pour ces avis globaux. On va pouvoir s'aventurer en zone spoiler. Voilà le minimum d'informations que je peux partager pour ne pas divulgacher. Oui, mais enfin, tout de même, Jésus. Oh, ta gueule. Chers auditeurs, vous êtes à présent en partie spoiler. On va spoiler sévère pour le besoin de nos analyses. Donc, vous êtes prévenus. Antoine, tu inaugures cette partie spoiler. Je Oui. t'en prie.
Bah moi, je vais vous parler du coup du rapport qu'a le film avec la nourriture, et notamment le fait que manger ne permet pas seulement de vivre, mais de revivre dans Oldboy. Au premier regard, on peut penser que le film a un rapport détaché à la nourriture. La preuve étant la première image qu'on a de nourriture dans le film. Odaisu est emprisonné dans sa chambre, et un plateau repas arrive. Et il le dégage en se penchant plus sur la main qui apporte ce repas plutôt que sur le repas en lui-même. La vérité est plus importante que de manger pour Odaisu à ce moment. Et on pourrait alors se dire que le film aura un rapport désinvolte à la nourriture. Toujours au second plan pour garder l'intrigue au premier. On pourrait aussi penser que la nourriture est signe d'ennui et de répétition. Engranger des calories pour survivre un jour de plus. La scène cristallisant ça, et la scène où Odaisu mange des raviolis dans sa cellule. Des gyoza, pardon. C'est la traduction française qui m'a, voilà. Dans sa cellule, sans joie. Oui, parce que c'est les mêmes tous les jours, c'est ça. C'est les mêmes tous les jours. Ouais. Donc pendant 15 ans, il a mangé les mêmes raviolis, ce qui est pas rien. Il mange pour survivre, mais pas pour vivre. Mais il n'en est rien. Dès que le film sort de la geôle, là, le rapport à la nourriture est tout autre. Et ce, dès la fameuse séquence du poulpe. Pour du contexte, la première chose que fait Odaisu en sortant de la chambre, c'est qu'il va dans un restaurant et il demande pas un poulpe. Il demande quelque chose de vivant. On lui amène un poulpe vivant et il le mange cru, à la main. Mais pourquoi ? Après avoir passé 15 ans à survivre, il est temps de revivre. Derrière cette scène, en fait, il y a un côté vampire. Je mange quelque chose de vivant pour lui voler sa vie. Et ce faisant, plus de vie il y a dans le plat, plus je revis à travers le plat. Là, se nourrir n'est plus qu'une action utilitaire, mais surtout émotionnelle, en réalité. Mais c'est un point de vue très carnivore, ça, attention, hein, c'est pas pour rien que c'est quelque chose de vivant qui a demandé. On attribue souvent le truc de prendre des forces en mangeant au viandard, en réalité. D'ailleurs, 4 poulpes ont été mangés par Cho Ming-sik, l'acteur qui joue le personnage principal. Ça a créé quelques polémiques à l'étranger, de la part d'associations. Mais ce qui est vraiment dur, en fait, avec cette scène par rapport à cet acteur, c'est qu'il est végétarien. Il a dû transgresser toutes ses convictions politiques pour tourner cette scène. Ça en dit énormément sur la force de cet acteur et aussi sur son abnégation pour jouer le rôle. Parce que pour qu'un végétarien mange quelque chose, un poulpe vivant, t'as intérêt d'avoir... Pour qu'un végétarien, mange 4 poulpes vivants, t'as intérêt à avoir un bon rôle, ça merde. Ah, ouais. Et le prix de la mise en scène derrière et prix de meilleur acteur. Ouais. Grand prix du coup à Cannes, j'ai checké. Grand prix, voilà ça. Et tu vois, c'est quelque chose que tous les acteurs ne font pas parce qu'on l'a dit encore une fois, Cinéphage Universe. Dans Harold et Kumar, l'acteur qui joue le personnage d'origine indienne, il était végétarien lui aussi et ils ont fait exprès des burgers végétariens pour lui. Et c'est voilà, donc c'est plus facile à cheater quand effectivement. Ouais. Un poulpe vivant, tu peux pas le faire en soja. C'est vrai. En fait, si tu veux le faire, faut des FX. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre les tentacules du poulpe et son visage. C'est très difficile. C'est très difficile. Oui, bien sûr. À et faire. surtout en 2003, pour un budget qui n'était pas énorme, je pense, pour le film. Donc, à partir de là, le film switch dans son rapport à la nourriture. La deuxième scène qui me permet au personnage de revivre, c'est celle des raviolis. À partir du moment où Odaisu veut retrouver ses geôliers, il est obligé de le retrouver grâce au gyoza. Il part donc en quête dans tous les restaurants de la ville pour trouver les gyoza qu'il a mangés durant 15 ans. On parle cette fois-ci de revivre ses souvenirs grâce à la nourriture. Comme quoi, entre Oldboy et Ratatouille, même combat. Le film propose alors une vision de la nourriture qui fait le lien entre l'utilitaire et l'émotionnel. L'utilitaire parce que Odaisu n'aurait jamais fait ça s'il en avait pas besoin, et émotionnel parce que c'est très ancré dans son trauma. En réalité, ce qu'il est en train de faire. Il ne mange plus ses raviolis sans émotion. Mais la dure question que pose le film est la suivante. A-t-il bien fait de manger ? A-t-il bien fait de revivre ? Quand on connaît la fin du film, qui est tragique pour le personnage, on se demande, Odaisu n'aurait peut-être pas dû manger ce poulpe, il aurait peut-être pas dû manger ses raviolis, et si revivre était pire que survivre. Putain, c'est beau, il aurait pas dû manger ses raviolis, là. À la fin, lorsque Odaisu décide d'oublier tout son passé, il décide de se faire hypnotiser pour oublier qu'il a couché avec sa fille, eh bien, le film donne sa réponse. N'essayez pas de rattraper le temps perdu, de revivre le passé au lieu de vivre le présent. Vous pourriez vous en mordre les doigts et donner votre langue au chat. Merci Antoine pour cette analyse toujours aussi politique. Ça nous fait plaisir. Ah bon ? Pour une fois, il a pas parlé totalement pas politique. C'est la première fois vraiment. de ma vie que je fais une analyse où je suis en mode la bouffe. Ouais, c'est vrai. Pas de social, pas de politique. Pardon. Merci Antoine pour cette analyse qui n'était pour une fois pas politique et centrée. J'espère qu'il va garder tout ça au montage. Peut-être pas, je sais pas, on verra. Moi, mon analyse sur Oldboy de Park Chan-wook, c'est que la nourriture, elle symbolise la vengeance, la détermination des personnages en général. Plus largement, c'est l'acte de manger et donc la nourriture
qui symbolise tout ça. Donc je vais faire de manière chronologique pour pas vous perdre non plus. Et on commence avec la première occurrence de la nourriture dans la première scène. Dès l'introduction, le personnage, je vais pas citer son nom parce que j'arrive pas à le dire, le personnage principal, Odaisu. Odaisu, merci, est en garde à vue complètement bourré. Et ben ça, tu vois, moi je considère que l'alcool c'est un peu de la nourriture, tu vois. T'en es pas, t'inquiète. C'est de la nourriture pour l'âme. Ouais, c'est quelque chose quand même que t'ingères. Je suis alcoolique. Pour moi, ça rentre, c'est quelque chose que t'ingères, c'est quelque chose qui a des calories, ça te nourrit indirectement. Non, mais c'est de la boisson, c'est du... Enfin... Nourriture / boisson, c'est un peu le même groupe de... Voilà, Ouais, en fait, pour moi, ça rentre dans la même catégorie. C'est quelque chose que tu Ouais. manges, quoi. Donc, pour moi, dès la première scène, en fait, Odaisu, il est impuissant. En fait, sa détermination, elle est par terre, parce que le gars, il est complètement torché, il n'est pas maître de lui-même. Il est dans le caniveau, littéralement. Il est Odaisu. Merci. Pouloumpch. C'est pour ça qu'elle est là. Hein. Voilà, grosso merdo, Odaisu, c'est un déchet. Puis après, il se fait kidnapper. Il y a la séquence justement où il essaie de s'enfuir par la geôle, où on lui donne un plateau repas. Et là, la fois suivante où on le voit ingérer des choses, c'est en mode soumis. C'est-à-dire, il avale de manière machinale ses raviolis / gyoza. Il les ingère un à un, il a plus d'émotion et tout. C'est quelque chose de mécanique, machinale. Donc là, à ce niveau-là, il songe même plus à se venger. Sa détermination est endormie. Et c'est dans la scène du poulpe, qui est une des scènes les plus iconiques du film, c'est là où ça synthétise vraiment ce rapport à la vengeance, qui est, en mangeant un poulpe, il reprend toute sa détermination, sa soif de vengeance. Là, c'est clair que, en fait, il mange pas un poulpe, il mange son ennemi, il veut le croquer. Je trouve que t'as bien cerné cette scène parce que juste avant, son ennemi l'appelle. Voilà, donc c'est vraiment, ça symbolise son envie de vengeance. Il en a terminé d'être soumis, de subir toute sa vie. Maintenant, c'est lui qui, par l'acte de manger, reprend la domination sur ses ennemis. Ensuite, ça se retrouve avec le rapport inversé au gyoza. Avant, il les ingérait de manière machinale. Maintenant, il les mange dans un but précis. Là aussi, c'est déterminé. Il se force d'ailleurs, parce qu'on le voit qu'il vomit des fois parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il se gave de gyoza. Mais il y a encore l'acte de détruire, l'acte de revanche. Sa revanche est en marche. Ensuite, là, j'étends la métaphore à l'acte de manger, et notamment à la bouche. Il y a tout un arc sur les dents, sur le fait d'enlever des dents. Moi, je suis très sensible à ça. Je déteste les dentistes. Et ça m'a fait... Je vous cache pas, je me suis caché les yeux sur ces scènes, alors qu'à l'époque, je me l'étais pas fait. Donc, le personnage, par exemple, du geôlier, qui est le personnage, voilà, qui gère l'immeuble où Odaisu a été enfermé, et qui enferme d'autres personnes aussi. Sachant que ce genre de crime, ce genre d'espace, c'est pas si fou en Asie. Surtout dans l'Asie, en Corée et en Japon. Ben moi, ça m'a choqué, tu vois. Quand je l'ai revu, je me suis dit, putain, c'est vicieux de voir dans une société un service qui est, je te propose une chambre où tu peux séquestrer quelqu'un pendant une durée donnée, tu payes un loyer, et tu choisis la durée de séquestration de cette personne. Sauf que ces choses existent, ces lieux existent, surtout au Japon, mais les gens y vont d'eux-mêmes. Ah oui, pour se disparaître de la société. Ouais, pour disparaître, parce que s'ils ont trop de dettes, etc. En fait, il y a un certain temps que tu peux passer avant qu'elle soit, tu vois, que tu peux t'arranger. D'accord. Et en fait, il y a beaucoup de problèmes au Japon. Alors, ça va mieux maintenant. Et là, ça, on est en Corée, donc c'est Mais aussi... au Corée aussi. Ok. Il y a un film qui parle très bien de la campagne coréenne et du manque de moyens qu'ont les autorités locales pour gérer les crimes, notamment ça qui s'appelle Memories of Murder. Oui. Et en fait, en Corée, à ce moment-là, si tu veux disparaître, tu peux. Mais il faut payer et il faut y aller de soi-même. C'est Quoi. un service un peu à la limite de légal. C'est illégal, quasiment. C'est illégal, C'est complètement, C'est truc de l'ombre. c'est complètement illégal. Mais voilà, c'est que nous, ça nous choque. C'est pas si choquant. Ouais, dans la société coréenne / japonaise, Ouais. c'est quelque chose qui est commun. Bah voilà, je savais pas. Alors qu'il était, bien sûr, maintenant ça a évolué et tout. Bref, mais Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose, tu vois, moi qui m'a choqué à l'époque. Et donc, ce personnage du geôlier qui gère son petit immeuble, lui, quand Odaisu Merci le retrouve, il le torture en lui arrachant des dents. Donc littéralement, il le réduit à l'impuissance. Il lui enlève son pouvoir de mâcher, de manger. Et quand tu retrouves ce personnage-là, qui lui aussi, du coup, ce geôlier veut se venger, il rentre dans la boucle de la vengeance, tu vois que ses dents, elles ont été changées en or. Donc ça, c'est symbolique aussi, parce que direct après, ce personnage qui a la niaque, qui veut se venger, qui est prêt à édenter à nouveau Odaisu,
pour la boucle est bouclée, œil pour œil, dent pour dent, lol. Tuez-moi. Et ben lui, tu vois, les dents en or annoncent le fait que sa vengeance, il va l'avoir par l'argent. Parce que 5 minutes après, on lui achète sa vengeance en disant tu ne touches pas à Odaesu, par contre, tu prends une mallette de billets, pardon. Donc là aussi, tu vois, t'as le rapport à l'acte de manger les dents avec la vengeance. Donc ce personnage-là, son arc de la vengeance se termine par j'ai de la thune. Donc ses dents, son pouvoir, c'est l'argent. Ça a toujours été l'argent, ce personnage-là. Et pareil, Odaesu, à la fin, quand il comprend que il a couché avec sa fille à son insu et que le personnage antagoniste a filmé tout ça et menace d'envoyer ça à sa fille pour qu'elle découvre la vérité, donc il lui fait un chantage de malade, il le menace avec ces mots, je cite, « Je vais te manger morceau par morceau et je te détruirai ». Donc là aussi, t'as l'acte de manger en te disant, c'est pas « je vais te tuer, je vais te casser en deux », c'est « je te mange ». Là encore, pouvoir, domination. Donc l'intention de nuire, elle est vraiment plein là-dedans. Et pour finir, l'acte essentiel, le clou, la clé de voûte de toute la vengeance du personnage antagoniste, c'est à la base, c'est la langue. La langue de Odaesu, qui est responsable d'avoir fait des ragots sur la sœur de l'antagoniste qui l'a poussé à son suicide, dont l'antagoniste ne s'en est pas remis, a décidé de se venger, donc de séquestrer Odaesu pendant 15 ans pour qu'il n'ait plus souvenir de sa fille, pour qu'il puisse après tomber amoureux d'elle et coucher avec elle et faire le tabou ultime et ne pas vouloir s'en remettre en fait, ce choc psychologique énorme. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait Odaesu avec cette langue qui est la pécheresse ultime? Bah il se la coupe, donc il se réduit définitivement impuissant et il se met hors jeu définitivement de la vengeance parce qu'après ce protagoniste n'a pas atteint ses objectifs, au contraire il est plus bactère, il a perdu le jeu et voilà. Et donc la vengeance pour moi c'est intrinsèquement lié à l'acte de manger dans Old Boy, à un point que j'avais pas vu du tout à l'époque et que j'ai repéré à ce visionnage là. Et la vengeance est un plat qui se mange froid. Exactement. Et là, punaise, le plat. Mais alors, tu vois, petite parenthèse. Glacé, vraiment. Mais glacé, je crois, que c'est le film de vengeance que j'ai vu le plus glaçant, autant dans le sens où c'est le plan de revanche le plus réfléchi et le plus froid, torturé, le plus torturé twisté que j'ai vu dans toutes les œuvres que j'ai lues et vues, parce que le gars attend une quinzaine d'années, donc tu peux soupçonner qu'il fait ça pendant 20 ans. Il formote son plan, il est patient pendant ce temps-là, il joue avec le personnage pour le pousser dans ses retranchements psychologiques, pour après être bien sûr de le détruire. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'à la fin, la morale de l'histoire, c'est c'est bien, t'as passé ta vie à vouloir te venger. Maintenant, t'as plus aucun but. C'est ça, qu'est-ce qui te reste dans ta vie? Pas grand-chose, parce que le personnage antagoniste, techniquement, il a gagné, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide juste après. Voilà, la minute d'après, il se suicide parce qu'il n'a plus rien à espérer de la vie. Ouais. Là, vous êtes spoilé jusqu'à la moelle. Ah bah oui, on y était depuis longtemps. Mais vous avez spoilé. C'était important de le dire dans les analyses, tu vois, parce que tout est lié. Ouais, ils sont spoilés et en même temps ils sont teasés, je pense, par le cinéma coréen. Parce que la thématique de la vengeance est hyper présente dans le cinéma coréen. Surtout avec lui, là, que ce film il rentre dans la trilogie de la vengeance. Ouais. C'est ça, avec Sympathie for Mr. Vengeance et Lady Vengeance, tous les deux de Park Chan-wook aussi. Donc c'est un triptyque. Et même de manière plus générale, tout à l'heure j'ai parlé de J'ai rencontré le diable. Ouais. J'ai rencontré le diable est un film de vengeance aussi. Qui est ultra énervé aussi dans son style. Ultra violent. Et en fait, les Coréens ont assez digéré cette dynamique de la vengeance parce que ils sont, je pense, dans une logique où ils ont envie de se venger. Ils ont un ennemi qui est à leur porte, mais ils ne peuvent rien faire. Je pense qu'il y a un peu ça qui est traité dans le cinéma coréen de manière assez diffuse et qui est traité du coup de manière assez intelligente. Je me permets une dernière micro-parenthèse, après on va laisser Sarah faire son analyse. On parle de vengeance et de rapport à la vengeance, du cercle de la vengeance. Je trouve un film français récent qui le fait très bien, c'est Les Rascals. On avait vu au cinéma avec Antoine, qui parle de la spirale de la vengeance dans les années 90 entre les ultra-droites racistes skinhead et les minorités c'est ça. de la banlieue c'est même pas, je dirais même pas les minorités noires parce que c'est en fait c'est tous les immigrés, c'est-à-dire t'as des Italiens, t'as des personnes noires, t'as d'autres, et c'est vraiment ces minorités-là contre les skinheads. Plus précisément, ça parle d'un moment en France qui est assez tragique où le GUD le GUD, oui, c'est un groupe universitaire d'extrême droite néo-nazi qui vient des universités de justice d'ailleurs, de droit, pardon, et qui a été reformé il y a pas si longtemps que ça. Et tout le clash parce qu'à un moment, il y avait vraiment des quartiers qui étaient contrôlés par des néo-nazis dans Paris.
Et il a fallu qu'ils les reprennent. D'ailleurs, il y a une belle phrase de Medine, le rappeur, qui dit dans un son « Les skins sont partis, on les a chassés dans les 90s ». Parce que, il a fallu qu'il y ait des groupes qui se créent, notamment les Black Mamba à Paris, voilà. qui se créaient et qui n'aient comme but que de chasser des nazis, parce que la police ne le faisait pas. Et en effet, ça parle de ça, les Rascals, c'est le GUD contre ces minorités européennes et africaines. Voilà, pour terminer, Rascal, très bon film français. Excellent sur film. la spirale de la violence. Moi, pour mon analyse, j'avais envie de faire un truc un peu capillotracté, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une L dans l'âme. J'adore les analyses, j'adore suranalyser et faire des théories, etc. C'est le bon endroit ici. Hein. Oui. Et souvent, pour mes analyses, là, je fais des trucs plutôt terre-à-terre et cohérents, etc. Mais là, pour cette fois-ci, j'avais envie vraiment de partir un peu plus loin, parce que je trouve que le film s'y prête, parce que dans chaque plan, il y a un millier d'indices, un millier d'idées de mise en scène, de sous-textes, etc. Oui. Et volontairement ou pas, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment... déjà, une des thématiques du film, c'est le sexe, et le sexe par rapport... dans un sens péché, interdit, incestueux, etc. Et je trouvais que la nourriture, elle aussi, jouait un rôle là-dedans. Alors c'est peut-être que moi qui pense ça, et je suis tout à fait d'accord avec vos analyses respectives. Je dis pas que la nourriture a forcément ce sens-là uniquement, peut-être qu'elle a plusieurs sens dans le film, qu'elle joue plusieurs rôles, peut-être qu'elle en a un plus que d'autres, voilà, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas pour moi il y avait aussi des connotations liées à la sexualité dans la nourriture dans le film, et voilà ce dont je vais vous parler. Donc déjà, si on considère effectivement que la boisson, ça peut être regroupé avec la nourriture, la première scène du film, on a le personnage principal, Odaisu, qui est ivre, et complètement ivre, arraché mort. Il fait de la merde, on comprend qu'il est au poste de police parce qu'il a dragué une fille, qu'après il y a eu une altercation avec le copain de la fille en question. Donc il y a aussi justement une connotation peut-être pas complètement sexuelle, mais en tout cas liée à l'érotisme, liée à la sexualité, à les rapports... Il y a directement un élément caractérisant du personnage qui est frustré sexuellement. Ouais. Je fais une parenthèse sur cette scène. Super montage de cette scène d'introduction, et aussi super introduction au film de manière générale, et du côté bâtard, parce qu'elle est tragique, mais aussi vachement marrante. C'est génial. Quand il commence à pisser dans un coin. Mais vraiment, parce que vraiment, ça passe de les gars, ok, je vais me calmer, et direct qu'il va pisser dans un coin. C'est super drôle. Pisse pas là. Ok. Faut que j'aille pisser. Mais voilà, du coup, dès la première scène du film, on a ce lien entre la boisson et la sexualité débridée et violente. Et voilà, j'ai trouvé que c'était important de le souligner. Ensuite, la première scène qu'on a avec de la nourriture, vraiment de la nourriture, boisson à part dans le film, c'est effectivement la scène dans la prison. Ça fait 2 mois qu'il y est. Et il l'étale partout, donc là ça symbolise quand même beaucoup le chaos du personnage. Et quand il parle de la télé, il dit que la télé devient votre meilleur ami, vous y faites tout. Une des premières choses qu'on voit sur la télé, c'est une émission de cuisine. Je sais plus si on le dit à ce moment-là, mais en gros, c'est l'émission de cuisine de, du coup, le personnage de Mido, qui est au final sa fille. Voilà, c'est comme ça qu'il a entendu parler de cette cuisinière. Et ensuite, après quelques images, qu'est-ce qu'on voit ? On le voit en train de se masturber sur une émission avec des chanteuses, des stars, des danseuses, je sais pas, une émission sur un plateau. Je crois que c'est des idoles ou un truc comme ça. Ouais, voilà, ça a l'air d'être des jeunes filles, en tout cas, des idoles qui dansent. Donc voilà, direct, il y a ce lien, il y a ce gros plan sur la nourriture, la chair, et puis paf, on passe direct sur une scène de masturbation, quoi. Et ensuite, mis à part les raviolis qui se répètent jour après jour, on a la première scène avec donc le personnage de Mido, puisqu'il va la voir dans son restaurant. Et la première chose qu'il demande, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de vivant. Et ça, pour moi, ça fait vraiment un écho. C'est qu'il a eu que du faux, entre guillemets, pendant 15 ans. Et il est en manque de contact physique, il est en manque de chaleur humaine. Je vais juste aussi apporter une petite contradiction, mais aussi par rapport à mon analyse. C'est que il demande quelque chose de vivant, mais il demande quelque chose de vivant à détruire. Je sais pas. Parce qu'il a un rapport violent à la sexualité. Et aussi parce que les gars, il a déjà rencontré quelqu'un de vivant. La personne qui allait sauter du toit. Oui, et il l'a caressé et tout. Alors oui, donc déjà, contexte, il l'a touché. Alors, contexte, du coup, quand il sort de sa geôle, il en sort sur un toit, complètement perdu, dans une valise, et il rencontre quelqu'un qui va se suicider sur ce même toit. Et d'un seul coup, il se rapproche, il le caresse, il le renifle, il le touche,
parce que c'est la première fois qu'il voit un être humain depuis 15 ans, et il ne le sauve pas. Il le laisse sauter, il le laisse se suicider. Donc il y a une volonté de reconnecter avec le vivant, mais pas au point de le sauver. Au contraire, au point de vouloir le détruire avec le poulpe. Donc c'est là où je pense que il y a une nuance dans son rapport avec le vivant. Ça reste quand même une force destructrice, ce mec. C'est pas un bon gars. Je dirais même plus, là dans ton cas, ce serait plus, il a un rapport utilitaire, c'est-à-dire que il a gardé en vie le mec suicidaire pour lui raconter son histoire. Une fois qu'il a terminé son histoire, l'autre lui dit tu veux pas que je te raconte la mienne? Il fait non, je m'en fous, et il se barre. Et il le laisse à son truc parce qu'il a entre guillemets terminé de l'utiliser. Donc ça rejoint peut-être ton truc, Sarah, sur le fait il veut quelque chose de vivant. Ouais. Pour combler une pulsion. Voilà, pour combler une pulsion purement physique. Purement physique, ouais. Comme un rapport sexuel peut l'être pour certaines personnes. Ouais. Et il le dit explicitement, il dit qu'il a la dalle. Donc là, la métaphore, je vous la fais pas, quoi. Ça va pour les deux. Vraiment, ça fonctionne pour les deux, quoi. Il le dit texto. De poulpe. Non. Et voilà, donc en mangeant ce poulpe, il a une conversation avec Mido. Et là aussi, pour moi, il y a des parallèles qui sont encore une fois assez ténus, assez peut-être un peu poétiques pour être vrai. Mais en tout cas, moi, j'ai vu un parallèle. C'est que il dit qu'il a appris avec l'émission de cuisine que les mains des femmes étaient trop chaudes pour pouvoir faire des sushis. Donc là, pareil, on a toute cette comparaison entre la chair, les mains, le contact féminin, etc. Et ensuite, Mido lui touche la main et il s'évanouit. Donc pour moi, voilà, il y avait tout un jeu entre la chair, le contact humain, la féminité aussi, parce que pour moi, quand on parle de poulpe, on parle aussi de comment dire, d'images qui peuvent rappeler plein de choses, comme par exemple certaines figures mythologiques comme Médusa, qui transformait les hommes en pierre d'un regard, et donc qui est vraiment l'archétype de la femme fatale, la femme, enfin fatale au sens propre du terme, vraiment. Puis il y a toutes ces métaphores autour des femmes pris dans ses filets, pris dans ses tentacules, les sirènes, etc., qui capturaient les marins. Enfin, pour moi, il y a tout ce jeu, en fait, qui est vraiment... Enfin, je pense pas que le film ait envie de faire ressentir ça consciemment au spectateur, mais pour moi, c'est toute une toile de fond pour faire ressentir ce que le film veut dire. Ce rapport entre la chair, la sexualité, la violence, l'interdit, le péché, le vivant, enfin voilà. Complètement. Et je pense que pour aller dans ton sens, les références que tu donnes sont réelles. Dans le rapport qu'on a aux femmes par rapport aux tentacules, à ce qui se bouge comme ça, se mouvoie. Maintenant, on n'est pas obligé d'aller en Europe. On peut rester dans l'univers de Park Chan-wook, dans la relation entre le poulpe et la sexualité en regardant Mademoiselle. Ah ouais, je me souviens plus, il y a une scène avec un poulpe ? Alors, il y a une scène qui évoque quelque chose avec un poulpe parce que la pieuvre, dans la culture asiatique, japonaise et sud-coréenne, surtout japonaise, a un rapport à la sexualité. Ouais, j'allais parler des hentai, justement. Ok, bah voilà, parce que dans le film Mademoiselle de Park Chan-wook, on nous fait comprendre que on pousse une femme à avoir une relation sexuelle avec une pieuvre. On nous montre une chambre des secrets, entre guillemets, avec plein d'ouvrages interdits sur la sexualité et tout. Et il y a un pieuvre dans un aquarium. Dans un aquarium, ouais. Donc, ce que tu dis, le rapport entre pieuvre, tentacules, sexualité, pile au moment où ils rencontrent le love interest, c'est cohérent dans l'univers de Park Chan-wook. Ouais. Du coup, tu voulais enchaîner sur les hentai, du coup, les tentacules, les fameuses. Ouais, parce que pour le coup, ça c'est plus, comment dire, un peu de la... De pop culture. De la pop culture, d'une notion de culture entre guillemets générale, que c'est rigolo, dans les hentai il y a des pieuvres, etc. Donc hentai, pour spécifier aux gens. Alors, vous saurez peut-être mieux que moi la définition. Ok, je veux que ce soit la tienne. Pour moi, c'est genre des romans érotiques japonais, des mangas érotiques japonais. Ouais, moi j'irais plus presque, c'est pas de la littérature érotique, je dirais c'est la littérature pornographique. Ouais, il y a vraiment un côté plus trash. Tu vois la pénétration. Tu vois la pénétration, t'en joues. C'est pornographique. C'est de la littérature pornographique, par contre, alors ils en parlent aussi dans Mademoiselle, regardez Mademoiselle. Ouais, il est très c'est quelque chose qui est culturellement très ancré. Tu peux trouver des ouvrages très anciens avec typiquement ce fameux dessin où une femme fait l'amour avec un poulpe, quoi. Oui, parce que les tentacules symbolisent beaucoup l'élément phallique. Voilà. Ça fait partie de ces fameuses VHS cachées au fond du vidéoclub que des fois on a trouvé, qui ont lancé la mode du hentai. Hein, Sarah?
Tu les as Ah. trouvés, c'est VHS Donc, à la oui, c'est vraiment du vidéoclub. pour éviter de trop partir en steak. Alors, non, parce que pour la petite... Oh merde, Non. oh merde, j'ai ouvert la boîte de Non, Pandore. non, parce que, pour petite anecdote marrante, je sais pas si ça restera au montage, mais j'ai envie de vous le raconter. Aussi. À l'époque du lycée, où on se trimballe sur Internet, où on commence à trouver des trucs chelous et tout, et à tester les limites, moi, c'était à l'époque là où j'avais entendu parler de Two Girls, One Octopus, et du coup, la curiosité malsaine avait fait le reste, et j'ai vu une partie de la vidéo, et puis après, j'ai arrêté, parce que j'étais en mode, bon, bah voilà, c'est drôle pour 5 secondes, et puis après, on a compris, quoi. Mais voilà, la curiosité avait fait que j'avais regardé Two Girls, One Octopus aussi. T'avoue, moi j'en étais resté au hentai avec les tentacules et Nani, etc. Tu vois, Non. Ça, pour le coup, hentai, j'ai jamais ouvert un hentai, j'avoue. Donc, on en parlera en off. Ok, Camille, Non mais tu nous raconteras tout. exactement. Donc Tous tes écrits littéraires. oui, mes fanfictions Wattpad, bien entendu. Bien sûr. Waouh, tu vas dans le très fond du fond là. Wattpad, c'est fou. Parce que Wattpad, c'est ça, mais avec les personnages de Désenchantés. Bah, attends, Elsa X Jack Frost. Oh là là. En tout cas, je sais pas s'il y a tous ces éléments-là, si tous ces éléments-là sont justes, mais en tout cas, j'avais vraiment... Enfin, moi, c'est mon intuition et une sensation de malaise liée à la sexualité qui m'a fait penser à tout ça et qui ensuite m'a fait chercher des indices pour corroborer ma théorie. Autre petit point pour corroborer cette théorie, il y a une scène dans un cybercafé où le personnage de Mido parle sur Internet avec l'antagoniste et le personnage principal, Odaisu, la surprend et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu parles avec lui ?» un peu comme s'il était jaloux ou suspicieux ou quoi. Et elle dit non mais c'est un mec que j'ai rencontré sur Internet, on parle juste de sushi. Comme si c'était un peu un code, encore une fois, pour quelque chose d'interdit ou de sexuel, etc. Enfin, en fait, je me suis dit, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je me suis dit aussi après, pourquoi ce dialogue-là ? Enfin voilà, donc ça c'est le petite anecdote en plus. Et on apprend plus tard dans l'histoire, pour compléter le portrait du personnage principal, que il a énormément trompé sa femme parce que il y a donc le patron du cybercafé qui lui dit « Je connais pas les noms des maris de tes 260 femmes ». Donc on ne sait pas si le chiffre est exact, mais en tout cas, voilà, le portrait se complète, c'est quelqu'un qui a un vrai problème avec la sexualité. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé aussi de la première fois où il a un contact physique avec Mido, puisque c'est quand elle va aux toilettes et qu'il essaye de la violer, quoi. Donc, encore une fois, et qu'elle le repousse. Cette scène est hyper chelou. Ah ouais, et ça, c'est extrêmement malaisant, encore une fois. On a ce rapport entre le dégoût et la sexualité, il lui saute dessus, et elle le rejette. Donc déjà, on est mal à l'aise parce que c'est une agression qu'on voit. Et après, elle lui dit « Non, mais je comprends que tu sois énervé, je t'ai invité chez moi, et après, je me refuse à toi. T'inquiète, ça va venir. La prochaine fois, je vais peut-être mettre un peu du temps à dire oui, mais surtout, hésite pas, enfonce-la moi, quoi. » Et c'est vraiment très violent, quoi, très cru, très violent, et il y a ce rapport malsain, quoi. Et d'un autre côté, je trouve que, et c'est là que l'adaptation est hyper forte et que Park Chan-wook et son scénariste ont vraiment tout géré, c'est parce que c'est pas la première réaction à une femme gênante que le personnage a. La première réaction à un personnage féminin gênant, en tout cas que le Odaisu a, c'est, après avoir discuté avec le mec qui allait sauter au début lorsqu'il sort de sa geôle, le suicidaire lui demande « Est-ce que tu veux écouter mon histoire ?» Odaisu se casse en mode « J'en ai rien à foutre ». Il prend l'ascenseur, et là il y a une femme dans l'ascenseur. Il se colle à la paroi en mode « Il faut pas que je la touche. C'est trop bizarre, ça fait 15 ans que j'ai pas vu une femme, il faut pas que je la touche. » Il sort de l'ascenseur, et pendant qu'il est en train de sortir, la femme discute avec un policier en le pointant du doigt. Donc il s'est passé quelque chose dans l'ascenseur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que et ça c'est en plus la scène de l'ascenseur est à la fois comique parce que tu te dis punaise mais le gars il est ridicule Oui, dans son il est truc. vraiment collé au coin de l'ascenseur. Ouais, on dirait une Ouais. araignée quoi, c'est vraiment le mec il est allergique quoi, et d'un autre côté comme enfin tu vois avec ce que Sarah dit et tout ce qu'on dit, ça cache vraiment une détresse sociale et un trouble qui est très très ouais, et glauque. des pulsions c'est ça. vraiment incontrôlables et très violentes, quoi. Ouais. Donc et ouais, quand j'ai vu cette scène, alors au début j'étais très mal à l'aise, j'étais mais ils vont pas me faire croire à une histoire d'amour, alors que tu vois encore un film, à chaque fois que tu vois un film qui est un petit peu enfin qui est pas forcément sorti dans les 5-10 dernières années, t'as une scène où le mec essaye de violer la meuf puis elle dit non mais je suis juste timide, t'inquiète ça va venir, quoi. Donc là, quand il y a eu cette scène, je me suis dit putain, allez, ce film là aussi, c'est parti, let's go, on va essayer de me faire croire que elle va tomber amoureuse de lui alors qu'il essaie de la violer, bon, très bien. Et en fait, quand il y a cette espèce d'ironie
de genre t'inquiète si je refuse, enfonce-la moi et tout. Je me dis ok, donc Ouais, il y a quelque chose il doit y d'autre avoir qui un se trame. truc. Ouais, c'est trop ironique, c'est trop pour que ce soit vrai. Et pareil dans la scène où ils couchent ensemble pour la première fois et qu'elle a mal et qu'elle Elle lui se dit force. voilà, je supporte pour toi. Je me suis dit mais c'est tellement gros. Sans mauvais jeu de mots. C'est tellement gros, c'est pas possible qu'on essaye de me faire croire à quelque chose de romantique. Je peux pas, ou alors c'est vraiment extrêmement malsain et ce réalisateur est taré. Et en fait, bah voilà, on comprend pourquoi il y a toute cette violence ensuite quand on se penche un peu sur le film et surtout quand on voit la fin et qu'on réfléchit au film. Ouais. Et c'est là aussi où je trouve que le film est intelligent, c'est que j'ai l'impression qu'il a joué sur mon attente de, tu vois, tous les films pré-année 2010 que t'as vu où il y a un mec qui agresse une meuf et au final la meuf tombe amoureuse de lui quand même, bah tu vois cette attente que tu as, bah en fait je vais la complètement la contourner. Et ça c'est un des trucs qui m'a le plus plu dans le film parce que je me suis dit et c'est parti encore un film qui fait l'apologie du viol, etc. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a regardé avec Thomas Le Lauréat, qui est un chef-d'œuvre, mais l'histoire d'amour, il la force, Alors pour la petite histoire, il l'a fait aller dans un club de striptease pour leur premier rendez-vous. Elle chiale et puis il l'embrasse et tout va mieux. Enfin voilà, ce genre de dinguerie quoi. Les années 70. Voilà. Youpi. Et ça, c'est dans. Enfin, j'ai l'impression que c'est dans un film sur 3 que je regarde, pas moderne, parce que maintenant on est au courant de ces choses-là. Hein. Enfin, Ça se fait globalement. encore. Ça se fait encore. Et encore. Mais voilà, un film sur 3 que je regarde, j'ai l'impression qu'il y a forcément une scène là comme ça, où il y a un mec qui va forcer une meuf et que ça va être montré comme quelque chose de romantique, comme quelque chose une initiative. Donc j'ai été agréablement surpris que le film me prenne au dépourvu là-dessus. En mode, tu crois que ça va être une apologie du viol et en fait non, justement, c'est pour dénoncer cette chose malsaine autour du sexe, quoi. Ok. Et mon dernier point, et après c'est fini, par rapport justement au rapport entre la nourriture et la sexualité dans le film, c'est quand arrive le passage des révélations, où l'histoire l'intrigue se conclut. Donc on voit le personnage de Oh Dae-soo qui poursuit son propre souvenir et qui surprend l'antagoniste quand ils étaient plus jeunes. Du coup, cette scène se passe, c'est un flashback de quand ils étaient plus jeunes. Il surprend l'antagoniste en train de coucher avec sa sœur, donc la sœur de l'antagoniste. Et ce péché, cet acte sexuel très tabou, par quoi ils commencent? Par la bouche. La première chose qu'ils font, c'est même pas des préliminaires avec les mains ou quoi, ou pas une pénétration ou quoi. Le frère commence par caresser sa sœur en lui embrassant les seins. Et donc voilà, c'est la bouche qui se nourrit du sein, etc. Encore une fois, je trouve que le parallèle entre la sexualité et la nourriture, bah voilà, la bouche, tout ce qui est autour de la bouche, du sein nourricier, etc. Je trouvais que c'était assez évident aussi comme parallèle pendant la scène. Et pour finir, justement, encore une fois, la bouche, la langue ont un rôle primordial parce que comme tu l'as dit Camille, à la fin, le personnage principal se tranche la langue parce que c'est à cause de sa langue trop pendue que tout ça est arrivé puisqu'il a colporté des ragots sur ce frère et cette sœur quand ils étaient à l'école ensemble. Et il y a cette phrase qui est marquante que dit l'antagoniste, c'est ta langue qui a mis enceinte ma sœur. Parce qu'en fait, pour remettre un peu de contexte, les ragots ont pris en ampleur. Et on a fini par dire que la sœur était tombée enceinte de son frère. Alors qu'en fait, c'était même pas vrai au départ et qu'elle a fini par le croire, elle a fini par s'en convaincre. Et on sait pas trop si elle a fait une espèce de grossesse, psychologique, je sais plus le nom exact. L'antagoniste le dit expressément, c'est pas mon pénis qui a fait que ma sœur est devenue enceinte, c'est littéralement ta langue. Donc encore une fois, rapport avec le corps, la langue, la bouche pour se nourrir, etc. J'ai trouvé que c'était très intéressant et il se la tranche pour éviter de pouvoir commettre ces erreurs une nouvelle fois et à la manière de Deep. Parce qu'en plus, c'est un parallèle évident, je crois que le réalisateur l'a dit lui-même. Pour le coup, ça, je l'ai lu, donc c'est pas moi qui l'invente. Il y a un clair parallèle entre le mythe d'Édipe et l'histoire de Oh Dae-soo. C'est la même chose. C'est le personnage qui va vivre un destin tragique, qui va, sans le savoir, coucher avec un membre de sa famille et finir par se mutiler par souffrance et par punition. Et en plus, voilà, moi, comme j'ai passé 1 an à travailler sur Oedipe quand j'étais au lycée. Oedipe Roi, RPZ. Ouais, et que j'ai vu toutes les adaptations possibles et imaginables en livre ou en film. Ce film a résonné aussi pour moi parce que j'aime beaucoup le mythe d'Oedipe. Finalement, il y a plein de choses que j'aime, le fantastique, le tragique, le destin auquel on peut pas échapper, justement parce que
Tu cherches à y n'existe pas échapper. et que tu cherches à y échapper, parce que moi Mhm. je suis persuadée que... Enfin, je déteste l'idée de destin. Mhm. Enfin voilà, du coup il y a toutes ces choses-là qui m'ont énormément plu, et pour moi c'est ce film... Enfin, la nourriture dans le film, elle sert vraiment les deux émotions principales, le dégoût et la passion. Passion au sens positif comme négatif, hein, la passion amoureuse, mais aussi la passion désastreuse, la passion destructrice, pardon, et qui se retrouve littéralement partout dans le film, parce que j'ai remarqué en le revoyant pour l'épisode, partout, c'est les deux couleurs principales, c'est le rouge et le vert, et que signifie le rouge et le vert? La passion et le dégoût. CF vice versa de Pixar. Exactement. Ouais. Apprenez les couleurs avec Pixar. Ouais. Merci Sarah pour cette analyse qui, ok, elle est capillotractée, Ouais. mais le jury a tranché. Snip snip comme la langue. Ouais, freestyle. Le jury a tranché et je trouve qu'elle retombe bien sur ses pattes. Donc, Est-ce que tu es content d'être validé par un homme, Sarah? Oui. Est-ce que t'es contente qu'il t'ait donné ça? Non, mais en vrai, le petit moment qui m'a fait un peu plaisir, c'est quand je sais plus ce que je disais, il a fait ah ouais, j'avoue. Non, mais ça c'est me vrai, pète tu vois, ça non, au mais cerveau. c'est ça. On verra si les deux auditeuristes apprécieront ça. Mais voilà, moi je trouve que cette analyse, c'est le but du jeu de cinéphage. C'est on teste des trucs, on balance des trucs, mais qui sont capillotractés. Ouais. Et on voit si ça marche. On voit si ça tombe sur ses pattes et tout. Pour l'instant, je trouve on est bien retombé. Bon, Voilà. bah tant mieux, c'est le principal. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la dernière partie de ce podcast qui sont les conseils culinaires. La question de cet épisode sera, comme Odaisu, quel plat seriez-vous prêt à manger pendant 15 ans d'affilée? J'aurais dit. La bière, apparemment, vu que c'est de la nourriture. Oh là là, ça y est, on l'a Antoine a perdu. répondu, c'est bon, il a perdu son jeton, on s'est enregistré. non, C'est bon, non, c'est tant pis Antoine, c'est non. fini. Je pense que je mangerais quelque chose d'épicé, déjà. Ah ouais, la Pour chiasse pas- tous les jours, c'est chaud quand même. Hein. Non, mais épicé... Ton estomac se renforce après. Ouais, ça c'est comme un muscle. Je veux manger épicé déjà, parce que bien sûr ton métabolisme s'habitue en vrai. Et c'est juste pour avoir toujours du goût. Moi, ça m'emmerderait d'avoir quelque chose de plat, qui deviendrait très vite plat. Mais justement, Même si t'as pas une au bout de accoutumance. Regarde, Ouais. les... Ça peut devenir écœurant, les Regarde, raviolis, les vomis au bout d'un moment. Oui, Les- mais les ça, les gars, populations- non, les gars, désolé, ça va être le truc de tous vos plats. Oui. Au bout de Oui, 15 ans, d'accord, mais- on se lasse de tout au bout de 15 ans. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, Même de sa femme. les- La regarde, caution féminine. Thomas, je suis désolé. t'as plein de populations en Inde qui justement mangent ultra épicé parce que justement si elles mangent épicé comme on l'entend maintenant, c'est fade pour Ouais, elles. mais Ah oui. le truc Donc, c'est que imagine-toi, tu vas commence à- manger non, pendant 15 ans. Non, mais attends, tu vas manger pendant 15 ans. Moi, je veux juste quelque chose d'épicé et d'équilibré. Pour Oui. être sûr d'avoir un petit peu de goût et pour pas devenir gros. Bah dis un plat D'accord. en fait. Eh bah, poulet au curry. Poulet au curry. ta donc- race. non mais ça veut dire qu'au bout d'un an, ton poulet, tu sentiras plus le curry parce que ton palais sera trop accoutumé. Mais Non, il sentira plus le piquant, Ça- il sentira toujours le goût. c'est le Oui. lot de tous les plats au bout Mais de c'est 15 pas ans grave, en fait. C'est pour ça, c'est Ok, ça le, racontez c'est vos ça le plats. piège. Racontez de- C'est quoi ton plat Racontez vos C'est quoi plats. ton plat Raconte ton plat. C'est- Raconte ton plat. mon gars. C'est ça Purée le. saucissonne, je suis trop originale. Au bout de 15 ans, ta saucisse, tu t'as plus le goût de la saucisse, connard. C'est pas grave Antoine. Et la purée, déjà qu'elle a pas de goût, elle en aura encore. Ouais, Et tu sais ce qu'a pas de goût, toi? Ah là là, on a perdu On est fatigué. Pardon. Et bah vas-y, fais ton plat. Vas-y. Je fais mon plat. Et moi, je pense que le plat que je ferai, comme je sais, voilà. Là, tu vois, il gagne du temps parce que Ouais. c'était vraiment saucisse purée son Ouais. Non, non, c'est clairement ça. pas. Tarte verte ou plus généralement quiche aux légumes. Parce que, ok, ça serait fade au bout d'un moment, mais t'aurais l'équilibrage pour ta santé en fait, pour éviter d'avoir des carences. T'as Je- les œufs, t'as des trucs. Je pense que je suis un peu matrixé parce que j'arrive pas à m'imaginer un plat durant 15 ans sans viande dedans. Bah, en soi, t'as les œufs, donc les œufs ça Oui, compense. mais là c'est de la protéine, moi je te parle de viande. Ouais, Mm. mais parce que t'es un viandard. Ouais. Sarah, Oui, ça va? oui, toi. Bon, ton plat à bouffer pendant... Bon, ça va, c'est bon, j'ai fait les présentations, Ouais. t'arrêtes de saouler. ton plat pendant 15 ans dans une chambre là comme ça. Alors, moi, je jouerais sur une stratégie, donc à la fois healthy, Bien sûr saine, qu'elle allait trouver les règles pour évidemment, pour je gagner, suis- je comme suis une craque. Mais je prendrais un plat genre ultra composé, genre vraiment un truc genre dans une assiette où t'as un peu de tout,
genre, je sais pas, des pâtes par exemple, avec genre, je sais pas, une petite omelette à côté et des légumes, un truc un peu plat complet. Et comme ça, stratégie, un jour je mange les champignons, un autre jour je mange les carottes, un autre jour je mange les pâtes, et je varie un peu plus. Je divise les 15 ans en Putain. autant d'aliments qu'il y a dans l'assiette. C'est vrai que- Chers auditeurs et auditrices, vous ne connaissez pas la tête de Sarah, mais je vais vous demander de faire un effort et d'imaginer quelqu'un assis sur le sol, devant une assiette, avec plusieurs assiettes devant elle, avec des baguettes, en train de séparer les nouilles Et oui, et les et légumes. qu'est-ce que tu fais pendant 15 ans? Tu te fais chier? Et ben voilà, je t'ai trouvé Non, une mais activité. surtout que, en fait, c'est pas si con que ça, parce que de toute façon, ils vont enlever ton plat à la fin de la journée. Ce qui est bien, c'est que tu vas crever la dalle parce que tu manges 3 champignons, mais au moins, ça te fait, entre guillemets, une rythmique dans ta journée et ça te fait un Exactement. semblant Vous de voulez jouer à ça? diversité. Vous voulez jouer à ça? Très bien. Dans le boy, à chaque soir, il est gazé et on lui prend son Oui. plateau. C'est ce que je dis. Bah, mais non, mais ça Donc on te n'empêche- on te prend tes repas que Oui, tu non, mais- gardais de côté. Mais t'as pas compris ce qu'on a dit. C'est en gros, elle Oui, mais mange juste chaque les nouveau légumes jour- des nouilles, en fait. Ouais. Elle se, Je elle laisse se à côté sèvre, le elle reste. se Ah, et sèvre. tu manges pas le reste plus tard. Voilà, c'est Bah, ça. à part si j'ai envie, tu vois. C'est ça. C'est en Mais gros genre, comme un ça, jour, ça, je peux ça faire crée. genre Voilà. champignons et pâtes, le Et deuxième moi, jour. je ferais pareil avec la champignons quiche. et- Je mangerais juste la croûte. Chers auditeurs et auditrices, vous ne connaissez pas la tête de Camille, mais je vous demandais d'imaginer quelqu'un sur le sein en train de manger une croûte de quiche. Qui a raclé toute la farce de la quiche juste pour manger la pâte. tu Oh vois. là, ah, t'auras une boule de trucs verts dégueulasses sur le côté Une là. boule de masse d'omelette pas cuite avec des légumes dedans. Ouais. Cet épisode est à présent terminé. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là. Je le répète encore parce que j'y pense. Merci Thomas en régie et merci pour les micros, merci pour l'installation, merci Tech5. Merci à toutes et tous de nous suivre depuis tout ce temps. Pour celles et ceux qui prennent le train en cours de route, merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous suivre partout où vous nous trouverez sur les plateformes, hein, chacun a ses préférences. On se donne rendez-vous dans un mois avec un épisode que j'ai toujours pas en tête, j'avoue, parce que ma vie est chaotique et j'ai potentiellement un nouveau guest. On en reparlera à ce moment-là. Et ben d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous un très bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Waouh. C'était parfait. Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.